l'actu en 7, une séquence spéciale dominée par la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'événement phare de ce 1er août 2025 a été sans conteste le défilé militaire sur l'esplanade de l'Amazone, un spectacle impressionnant marqué par la mobilisation de 6080 militaires et 16 appareils volants, des blindés aux avions de chasse en passant par les brigades spéciales. Toutes les composantes de l'armée béninoise ont défilé pour ce qui restera le dernier 1er août de l'ère Patrice Talon. Le drapeau du Bénin cette année, transporté dans les airs en ouverture du défilé. Des hélicoptères et aéronefs effectuent un passage au-dessus de l'esplanade. L'armée béninoise présente ses équipements terrestres, aériens et navals au public très enthousiasmé. Les différentes forces de défense défilent avec un nouveau treillis unique, digitalisé. L'armée de terre. L'armée de l'air, la marine nationale et la garde nationale. Le président de la République, Patrice Talon, a fait révéler au public une armée prête au combat dans un contexte géopolitique menaçant. 5080 hommes et femmes ont défilé pour ce 65e anniversaire, soit 40 pelotons de 127 éléments. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble. Difficile certes, mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, j'ai confiance à l'âme du Bénin désormais. La dernière commémoration de l'ère Patrice Talon a envisagé une parade modernisée. Le défilé s'est achevé en chanson, l'hymne national qui résonne en langue adja pour célébrer les 65 ans d'indépendance, emblème de soutien aux anciens combattants. Dans la capitale économique, les festivités ont pris des airs de communion nationale, danse folklorique tenue aux couleurs du drapeau, chants patriotiques, les rues ont vibré au rythme de l'unité retrouvée d'un peuple fier de son histoire. Dès les premières heures de ce 1er août, l'ambiance est festive. C'est du moins ce qu'on constate dans les rues de Cotonou. Les drapeaux flottent au vent, les rues s'animent et les visages rencontrés témoignent de la solennité de cette célébration des 65 ans d'indépendance. Quelques citoyens rencontrés
partagent avec nous leurs impressions et reviennent sur les temps forts de ce défilé, tout en exprimant leur gratitude envers le chef de l'État. Le défilé s'est bien passé et nous remercions le chef de l'État, le président Talon, qui entre d'ailleurs dans l'histoire de nous avoir donné l'opportunité en tant que représentant de la communauté camerounaise de participer à cette très belle parade militaire. Le Bénin est un pays d'abord très hospitalier et ça se marque encore par cette très grande fête où tout le monde y participe et avec beaucoup de satisfaction. Il y a une très bonne ambiance. On a assisté à une très belle cérémonie. La DER, c'est-à-dire le dernier défilé du président Talon, a été superbe. Cette fois-ci, les petits plats sont mis dans les grands pour qu'on ait une excellente cérémonie. Ambiance de fête, c'est convivial. Tous les Béninois se sont retrouvés au pied de l'Amazone pour faire cette belle fête. Et nous avons fêté dans la joie, dans l'allégresse. Nous avons été émerveillés par la sobriété de l'événement. Un défilé militaire très magnifique, surtout l'hymne national qui a été interprété en langue adja. C'était tout simplement formidable. Vraiment, nous sentons que nous sommes sur la voie de notre véritable indépendance. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Longue vie à notre président Patrice Talon. Non, c'est un sentiment de joie, mais aussi de fierté. Fierté d'être béninois. Fierté de voir son pays célébrer 65 ans d'indépendance. Et vous comprenez que ce sentiment de fierté, d'appartenance au Bénin a été beaucoup plus nourri ou se nourrit davantage depuis ces dernières années. Et c'est le lieu de remercier tous ceux qui contribuent, remercier tout le peuple béninois, d'être attaché aux acquis démocratiques, mais aussi un pays qui est ouvert au reste du monde. L'année dernière, c'était le Nigeria qui était avec nous. Cette année-ci, c'est la Côte d'Ivoire. C'est juste un appel que nous lançons aussi aux autres pays de l'Afrique pour dire que c'est dans l'unité africaine, c'est dans la coordination régionale que l'ensemble de nos pays, nous pourrons faire face aux défis sécuritaires que nous avons, aux défis économiques, dans un contexte où les donnes changent. Non, l'ambiance fait que déjà, c'est la cohésion. Vous avez vu, les citoyens béninois, il n'y avait pas de coloration politique, il n'y avait pas de coloration ethnique. C'est un peuple uni qui est venu célébrer son accession à l'indépendance. Il n'y avait pas de classification sociale, de classification politique ethnique. Et c'est ça le Bénin. On doit féliciter le président Patrice Talon parce que c'est pas facile. Parce que cette fête aujourd'hui, c'est une fête indépendante pour notre indépendance. Donc on doit prier pour Patrice Talon. La célébration du 65e fête de l'indépendance s'achève dans la satisfaction générale, marquée par une forte mobilisation populaire et une organisation saluée par tous. Et le même esprit a soufflé jusqu'au septentrion à Parakou. Les autorités ont rendu un hommage appuyé au père de l'indépendance avec dépôt de gerbes et cérémonie symbolique dans la plus grande solennité. La ville de Parakou s'est réveillée aux couleurs nationales à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Cette cérémonie sobre mais empreinte de solennité rassemble des élus locaux, des représentants des forces de défense et de sécurité, des organisations de jeunesse ainsi que de nombreux citoyens venus rendre hommage à l'une des figures majeures de l'histoire politique du Bénin. Après cet hommage rendu, les autorités communales et départementales démarrent les hostilités par une cérémonie de dépôt de gerbes au pied de la statue de feu Hubert Koutoukou Maga. Après ce moment de recueillement au pied de la statue, la délégation se dirige vers le mausolée du père de l'indépendance pour un hommage officiel. Je voudrais tout d'abord saluer la mémoire du père de l'indépendance et de tous ceux-là qui ont œuvré pour nous permettre d'acquérir cette indépendance.
Mes sentiments sont d'abord des sentiments de fierté. Cela ne fait aucun doute que le Bénin est en train d'avancer. Je suis fier d'appartenir à ce peuple béninois désormais fier et conquérant. Fier surtout de servir la République à un tel niveau de responsabilité sous le leadership éclairé de cet homme de vision, de ce grand homme d'État, le président Patrice Talon. Alors je voudrais en appeler donc au sens citoyen de déjà toutes les populations du Borgou, du département du Borgou et des Béninois, pour que cette dynamique qui est enclenchée et qui a permis de révéler notre pays déjà aux Béninois et au monde entier, que cette dynamique vraiment puisse être maintenue. Le maire de la ville de Parakou se réjouit du développement qu'amorce le Bénin après 65 ans. 65 ans, ce n'est pas 65 jours. Le Bénin a quitté loin. Certains se sont battus pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. 65 ans après, nous pouvons dire quand même que nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin parce qu'aujourd'hui, l'indépendance, ce n'est pas seulement la liberté d'aller et de venir, mais c'est aussi une indépendance économique qui a commencé. Et depuis 2016 jusqu'à ce jour, nous avons donné du contenu à l'indépendance de notre pays, avec la métamorphose que notre pays a connue, avec la métamorphose que nous constatons aujourd'hui dans toutes les communes du Bénin. Il y a eu un impact et c'est ce qu'il faut appeler réellement indépendance. On ne peut pas être indépendant et être dans une certaine léthargie. Il exhorte chaque Béninois à l'unité. Aux populations de Parakou, je l'ai déjà dit, ce qu'il nous faut, c'est l'unité. L'unité dans la différence. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais accepter qu'on soit ensemble. C'est aussi ça. Et quand on dit qu'on est vraiment indépendant, libre, c'est aussi permettre à l'autre d'être libre, de dire aussi ses impressions et de pouvoir construire ensemble ce qui nous unit, qu'est le Bénin. Les autorités communales et départementales exhortent la population à célébrer cette fête de l'indépendance dans la quiétude. Les forces de défense et de sécurité, quant à elles, promettent d'assurer la sécurité afin que chaque citoyen puisse célébrer la fête en toute sérénité. Mais au-delà des réjouissances, ce 65e anniversaire a aussi été l'occasion pour le chef de l'État d'aller à la rencontre de l'histoire, mais aussi de la jeunesse. Le mardi 29 juillet, Patrice Talon s'est rendu à Niki où il a visité deux monuments fraîchement achevés, le nouveau palais impérial et la nouvelle arène de la Gani, une manière d'ancrer la modernité dans la tradition. C'est dans une ambiance de joie que les habitants de Niki sont sortis massivement pour accueillir le président Patrice Talon en visite dans la commune ce mardi 29 juillet 2025. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, le chef de l'État est venu constater de visu l'achèvement des infrastructures majeures réalisées dans la localité. Reçu par son Altesse impériale Sero Toru Tuko Sari, il a visité le nouveau palais impérial, un vaste complexe comportant la résidence royale, celle de la reine-mère, une mosquée, ainsi qu'une arène moderne de 3500 places avec un parking de 300 véhicules. Cette arène accueillera désormais les grandes manifestations culturelles dans la fête de la Gani, prévue du 5 au 7 septembre 2025. Vous savez que le chef de l'État est un homme de terrain, et que tous les projets qui sont en cours, les projets d'infrastructure et même tous les autres types de projets, il aime aller constater lui-même sur le terrain comment les projets avancent, comment les réalisations avancent, les infrastructures avancent. Vous savez que dans à peu près un petit mois maintenant, exactement d'ailleurs le 6 septembre, nous allons avoir la prochaine édition de la Gani. Vous n'ignorez pas non plus que le gouvernement du Bénin a construit et est en train d'achever la construction du nouveau palais royal du royaume de Niki. Et donc le chef de l'État a souhaité aller évaluer par lui-même le niveau de réalisation de ces travaux, de cette construction du palais du roi de Niki.
Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour aller sur ce site. Le chef de l'État souligne que la fête de la Gani incarne une part essentielle de l'identité béninoise au point d'en faire une célébration d'envergure nationale. Il promet également d'honorer de sa présence la prochaine édition. Je vais lui demander la permission de m'accorder encore quelques semaines, peut-être même quelques 2 ou 3 mois maximum, et de sécurité. Et devient une fête internationale et devient quelque chose qui qualifie le pays. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimola, qualifie la visite d'impressionnante, saluant la qualité des infrastructures réalisées et leur portée symbolique pour la culture béninoise. C'était une visite passionnante, une visite dense comme toujours avec le président, une visite enrichissante. Et donc nous retournons à Cotonou, nous allons débriefer tout cela pour pouvoir, le cas échéant, faire des ajustements ou accélérer certains aspects qui peut-être n'étaient pas suffisamment développés. En repartant de Niki, le président Patrice Talon laisse derrière lui une population fière et un symbole fort, celui d'un patrimoine réhabilité au cœur d'une action en marche vers la valorisation de ses racines. En prélude de la fête nationale, le président a donné la parole aux jeunes. Lors d'une causerie débat à Cotonou, il a évoqué les défis du développement, de l'emploi et de la gouvernance, non sans inviter la jeunesse à la responsabilité et à l'excellence. Si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs, plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Et comme les jeunes, vous êtes acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs politiques, je vais vous passer un message. Vous qui avez la volonté d'aller exercer des fonctions politiques, le premier serment que vous devez faire à vous-même, devant votre miroir, à l'intérieur de votre chambre, c'est de dire, si j'ai l'occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d'arriver dans la fonction. Si la nature, le peuple, vous confie à vous son destin, dans la charge, soyez prêts à devenir impopulaire. Parce que la réalité, c'est autre chose. On vient d'échanger en direct sur un sujet important, très important. Une loi qui organise l'emploi et une loi qui donne tout, apparemment, à l'investissement. Et qui apparemment, sacrifie l'employé. C'est un sujet éminemment sensible, difficile à évoquer, difficile à défendre quand on fait le choix de l'investissement. Parfois, il y a des choses que jamais la masse ne comprendra. Vous avez beau avoir le don de la conviction, le don de l'éloquence, vous avez les mots qu'il faut en général, il y a des sujets que vous ne parviendrez jamais à faire comprendre ou à partager avec le grand nombre. Jamais. Et pourtant, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Si j'ai un héritage à vous laisser, c'est celui-là.
avoir le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires, quand bien même elles sont impopulaires, quand bien même elles ne sont pas susceptibles d'être comprises en son temps. Et dans cet échange à bâton rompu, les jeunes ont interpellé le président sur le sort de certains acteurs politiques incarcérés. Sa réponse fut directe. Faut-il systématiquement gracier dès lors qu'un délit est commis dans le champ politique? Un questionnement qui a suscité un vif intérêt. Vous savez très bien que je ne suis pas de nature à ne pas susciter de l'amitié, de l'amour, de l'admiration. Tout homme bien constitué veut bien aussi susciter de son interlocuteur ou de ceux qui le regardent, ceux qui sont en face de lui, de l'admiration, de l'affect. Or, pardonner est quelque chose qui concourt à votre propre satisfaction. Aussi, quand on pardonne, on fait du bien ce qu'on pardonne, mais on suscite chez l'autre également une certaine satisfaction à son propre compte. Donc, ça, le pardon a deux intérêts. Ça sert celui qu'on a pardonné, mais ça sert soi-même aussi. Donc, je suis sensible à cela. Mais, si j'ai déjà eu à gracier, est-ce que il faut systématiquement gracier toutes les fois qu'un délit est commis dans le champ politique? C'est toute la difficulté, la question. C'est parce que je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'applaudisse. Parce que j'ai aussi un intérêt à le faire, que je dois le faire de manière systématique. Parce que j'ai aussi à cœur de faire établir, de contribuer à l'établissement au Bénin d'un ordre conséquent. On peut revendiquer, on peut faire la politique, on peut contester sans enfreindre à la loi, aux règles, sans mettre en cause le bien-être d'autres personnes, sans mettre en cause le bon vivre ensemble. Et quand on observe que dans notre cheminement politique démocratique, les délits qui sont commis dans le champ politique sont systématiquement associés à la vie, l'action, la compétition politique. Et tout le monde attend toujours que ce soit pardonné, soit gracié. Sur l'autel de la paix politique, sur l'autel de la hausse politique. Si on le fait de manière systématique, tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons construire une société responsable? Mais c'est comme un acteur politique qui détourne les fonds publics. Parce qu'il a une cassette politique, est-ce qu'il faut systématiquement le gracier? Quelqu'un qui a volé les ressources d'une mairie, mais qui est un leader politique. Et il a établi qu'il a fait ça. Alors, qui il faut gracier systématiquement? Qui ne doit pas être gracié de manière systématique et de manière récurrente? Parce que c'est un mauvais signal aussi qu'on donne dans l'assainissement de la vie publique. C'est à ça que je suis confronté. Et comme j'ai choisi de faire des réformes courageuses, j'ai choisi d'instaurer un nouvel ordre en termes de comportement, en termes de reddition de comptes, en termes de chacun doit répondre de ce qu'il fait. Est-ce que, pour mon égoïsme, parce que je veux paraître bien, je veux quand on me dit pardon, je dis oui, mon fils vient, pardon, je sais faire, c'est fait. Est-ce que je dois donc systématiquement accéder à ça? Systématiquement. C'est pour dire que je vous comprends. Puis quand je prends acte de ce que vous avez dit, que je verrai ce qu'il faut faire. Mais c'est surtout pour dire que je n'accéderai pas à cet appel de manière automatique non plus. Et qu'il faut systématiquement. Parce que je veux partir. Parce que mon mandat finit. Après moi, le chaos. C'est aussi ça. Si je ne sais pas faire, le sens. Moi, j'ai instauré un certain ordre, une certaine responsabilité pendant mes mandats. En partant, je remets les compteurs à zéro pour dire on peut continuer comme on faisait. C'est pas bien.
Cette rencontre a aussi été l'occasion pour ces jeunes venus de divers horizons, partis politiques, associations, secteurs professionnels, de dresser un bilan de ces 65 années d'indépendance. À l'issue de cette séance avec le chef de l'État, je me sens, en tant que jeune, écouté. Parce que des jeunes ont parlé, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et d'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Une chose qui me tient quand même à cœur, ça a été dit, et ce n'est pas que pour l'actuel président de la République, mais c'est pour toute personne qui aspire à cette fonction-là, un cadre de concertation avec la jeunesse du pays. Certes, le président de la République a sa manière d'écouter la jeunesse, mais l'exercice d'hier a été un exercice très intéressant. Nous aurions voulu en tant que jeunes, pas que pour nous, parce qu'un jour on ne sera plus jeune, mais que cela continue. Et pour finir, reconnaître également le génie du peuple béninois qui a toujours su s'adapter et qui a su aborder cette trajectoire-là du développement de notre pays depuis 2016, qui n'a pas eu de pareil de par le passé et qui aujourd'hui repositionne nous, jeunes, dans un paradigme où le chemin est bien tracé. On sait désormais quelles sont les valeurs qui peuvent faire de vous un bon béninois: la compétence, le travail, la clarté et surtout le service au peuple. Patrice Talon et son équipe l'ont appris, nous en sommes fiers et je suis convaincu que la dynamique continuera. J'en appelle vraiment à la volonté du chef de l'État. C'est une prière qu'il puisse véritablement réunir tous les fils de ce pays. Et quand je dis réunir tous les fils de ce pays, c'est qu'il puisse libérer les prisonniers politiques, qu'il puisse également faciliter le retour des exilés politiques, parce qu'on ne peut pas laisser des cadres béninois aller ailleurs servir d'autres peuples alors qu'on a besoin d'eux dans notre pays. Et qu'ensemble on puisse s'asseoir et discuter. Parce que au fond, si on n'a pas la liberté de nous exprimer, de nous contredire parfois, on ne peut pas aller de l'avant. Et il faut qu'ils le comprennent et c'est dans notre synergie que le développement est plus sûr. Ce que je retiens essentiellement en sortant de cette séance-là, c'est la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Et le chef de l'État invitait beaucoup plus la jeunesse à s'intéresser au monde des affaires, à s'intéresser à une carrière, et ne pas vouloir faire carrière en politique. Et exprès dans le déjeuner, ce que je retiens dans ces propos est que nous devons reconnaître chacun notre talent. Et aucun Béninois n'est disqualifié, que ce soit local ou dans la diaspora. Et l'ouverture du Bénin aux Afro-descendants était en une preuve pour brasser les compétences. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est des choix des personnes compétentes. Ce n'est pas qu'on a fait l'ouverture pour ouverture, mais c'est des choix de compétences pour nécessairement permettre à la population de rehausser le niveau de l'intellectuel béninois, du cadre béninois et même de l'ouvrier béninois dans ce contexte-là. Et pour approfondir cette initiative présidentielle, nous écoutons l'analyse du consultant politique Agapit Napoléon Mafurico. En leur laissant la parole, c'est un symbole. C'est le symbole donc de transmission. Je vous écoute parce que c'est à vous que je lègue. Je suis convaincu que le président, en parlant, leur a retourné la balle sur le plan de la prise de conscience, de la gestion de la liberté, de la responsabilité, de la gouvernance, de leur avenir, et ainsi de suite. Un certain nombre d'éléments, parce que certaines jérémiades des jeunes se retrouvent dans leurs errements, dans leur refus d'avoir des modèles. Donc du coup, en leur laissant la parole, ça leur dit, oui, vous avez la parole, c'est à vous. Mais encore faudrait-il que vous puissiez savoir ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est un exercice de responsabilisation qui a été fait. C'est-à-dire que c'est une transmission symbolique de gouvernail en disant, ça c'est à vous. Moi, j'ai fait ma part. On n'attache personne à un fauteuil. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mon temps. Vous avez le vôtre. Vous avez vraiment intérêt à regarder ce Bénin. Le Bénin qui, au-delà de tout, est notre seul héritage. C'est la première séquence de l'Action 7.
L'actualité ne s'est pas arrêtée à la fête nationale. Dans son sillage, plusieurs décisions majeures ont été prises et c'est un partenariat stratégique qui pourrait faire date. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption du Bénin et la BOAD ont scellé un accord ce 31 juillet. Objectif, mutualiser les efforts de transparence et d'intégrité dans la sous-région. La BOAD s'est engagée depuis sa création en 1973 en faveur d'un développement équilibré de ses États membres. Au Bénin, la banque a financé des projets pour un montant total de 1189,7 milliards de francs CFA en faveur du développement économique durable. La Banque ouest africaine de développement et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ont officialisé un partenariat important à travers la signature d'un protocole d'accord. Les deux institutions s'engagent à unir leurs efforts pour renforcer la prévention, la détection et la répression des actes de corruption, de fraude et d'infractions assimilées aussi bien au plan national que transfrontalier. La banque applique donc, dans ces cadres de ses activités, une politique de tolérance zéro face à la corruption et la fraude, conformément à son plan stratégique Joliba 2021-2025. Nous avons également mis en place des outils robustes, dont une politique de prévention et de lutte contre la corruption et la fraude, ainsi qu'une politique de protection des lanceurs d'alerte appuyée par un système d'alerte sécurisé. Nos deux institutions partagent une volonté inébranlable de lutter de manière résolue et concrète contre la corruption, en particulier dans ces manifestations transfrontalières. Ce protocole d'accord constitue désormais un cadre formel de coopération entre le HCPC et la BOAD. Le protocole d'accord que nous signons ce jour, en ces lieux qui me rappellent mes débuts lorsque j'étais encore étudiant en droit, c'était l'amphithéâtre de droit, institue un cadre formel de collaboration entre nos deux institutions en vue de renforcer les synergies en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption et des infractions assimilées dans la stricte conformité aux législations en vigueur au sein de nos États, mais également aux conventions internationales ratifiées par mon pays, le Bénin. Le partenariat HCPC-BOAD s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Dans cette collaboration, le HCPC aura entre autres pour mission d'appuyer l'élaboration de dispositifs de prévention, de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gouvernance économique et de faciliter les échanges d'informations utiles à l'identification des risques de corruption. Cette coopération incarne notre volonté commune d'agir en amont dans une logique de gouvernance préventive au service d'un développement durable fondé sur l'intégrité, la transparence et la redevabilité. Elle traduit aussi une reconnaissance mutuelle du fait que la lutte contre la corruption n'est pas l'apanage d'une seule institution, mais un chantier collectif, transversal, je dirais fondamental. Cette convention entre la BOAD et le HCPC marque une volonté politique et une stratégie régionale concertée pour enrayer le fléau de la corruption. Du concret désormais pour les commerçants, l'ANAGEM a fixé les redevances journalières dans plusieurs marchés, une mesure de transparence qui vise à encadrer les prélèvements et rassurer les usagers. On a 3 types de marchés à date. On a les marchés urbains de Cotonou, les marchés urbains des villes à statut particulier et on a les marchés régionaux. Les marchands de produits à l'étal vont payer 600 francs par jour. Les bouchers, 700 francs par jour. Les poissonniers également, 700 francs par jour. Les écailleurs, 200 francs par jour. Les déplumeurs, 350 francs par jour.
Ça, c'est ce qui concerne les marchés de Cotonou. Demandez-moi quoi une différence donc entre les bouchers et les poissonniers. La différence de 100 francs s'explique simplement par la forte utilisation d'eau par ces secteurs d'activité. Les bouchers, ils utilisent beaucoup d'eau. Donc, c'est ce qui concerne les marchés urbains. Pour ce qui concerne les marchés urbains des villes à statut particulier, je vais nommer Arambo, Ndro, Djougou et Parakou. Ce sont des marchés qui s'animent tous les jours. Et donc, à l'étal, les marchands paieront 450 francs par jour. Les bouchers, 550 francs par jour. Les poissonniers, 550 francs. Les écailleurs, 150 francs. Les déplumeurs, 250 francs. J'ai parlé des marchés urbains de Cotonou. J'ai parlé des marchés urbains des villes à statut particulier. Alors, au niveau des marchés régionaux, nous avons deux types d'animation. Les marchés régionaux sont des marchés dits à animation périodique. Nous avons des marchés qui s'animent tous les 5 jours, ce qui donne 6 jours par mois. Et nous avons des marchés qui s'animent tous les 7 jours, ce qui donne 4 jours par mois. Et donc, de ce fait, par jour de marché, les étals Azobé, Ouego, Pau et Natitengu paieront 1250 francs par jour de marché. Les bouchers paieront 1300 francs, donc 50 francs en plus. Par contre, les bouchers de Natitengu paieront 400 francs le jour. C'est des bouchers qui sont là tous les jours. Ils ne fonctionnent pas en forme de jour de marché. Ils sont là tous les jours. Au niveau de Glazoué, c'est un marché qui se tient donc tous les 7 jours. C'est le seul d'ailleurs à date. Donc nous avons 4 animations par mois. Glazoué, par jour de marché en métal, les marchands paieront 1875 francs et les bouchers 1925 francs. À Glazoué toujours, les poissonniers paieront 1925 francs. Les écailleurs paieront 100 francs par jour de marché pour tous les marchés régionaux, y compris Natitengu, et les déplumeurs 200 francs par jour de marché. À Cotonou, l'État entame une opération de recensement des occupations de la berge lagunaire Est, un projet d'aménagement ambitieux accompagné d'une politique de dédommagement respectueuse des droits humains. À la suite de la libération et de l'assainissement du côté ouest de la berge de la lagune, le gouvernement a prévu de mener les mêmes opérations sur sa partie Est. Aussi, plusieurs diligences ont-elles été accomplies, notamment l'organisation de plusieurs séances d'information et de sensibilisation avec les représentants des populations qui, conscients de l'état d'insalubrité des berges, ont adhéré à l'initiative de les assainir et en ont reconnu la pertinence. En vue d'apprécier les mesures d'accompagnement à mettre en place au profit des personnes affectées, une mission d'évaluation foncière et immobilière du périmètre a été commanditée. Elle a permis de dénombrer 638 constructions dont 88% sont de type précaire. Les dites constructions servent non seulement de logement, mais aussi de lieux d'exercice de diverses activités à but lucratif, d'ateliers, d'entreposage de toutes sortes, etc. Au total, les propriétés foncières recensées s'établissent à 200 parcelles, dont 10 avec un titre foncier. Les personnes affectées relativement à ces propriétés comprennent celles dont la propriété est indiscutable, celles dont la présomption de propriété est vérifiable et celles ne disposant d'aucun titre. En appréciant le rapport de la mission d'évaluation, le Conseil a autorisé le dédommagement ou l'accompagnement social selon le cas au profit des personnes affectées. Le Conseil des ministres a donné son feu vert pour la construction de 2 complexes hôteliers à Cotonou, une initiative pour booster l'attractivité touristique et créer des emplois. Sont prévus dans le cadre du dit projet, d'une part, un hôtel 4 étoiles, Rotana Hotels Resorts, sur une superficie de 8 hectares 6. Le complexe comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, des piscines, des salles de conférences, etc. D'autre part, il sera érigé un hôtel 3 étoiles, Edge by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4, composé de 80 chambres, de piscines, d'installations de sport, de restaurants, de spas, de galeries, de salles de réunion, etc.
En vue de leur réalisation dans un délai de 30 mois, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet réputé pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. Celle-ci intègre les études et les travaux. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires et veilleront à la bonne conduite du projet. Et dans le domaine des infrastructures, le projet d'échangeur à Védocor franchit une nouvelle étape. Le gouvernement a autorisé la contractualisation avec un bureau de contrôle japonais. Le chantier devrait démarrer d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, en partenariat avec le Japon, le processus de sélection des entreprises a pris fin en juin 2025 par la signature du contrat avec celle qui est déclarée adjudicataire. Le démarrage effectif des travaux interviendra d'ici la fin de l'année, après l'accomplissement de formalités administratives complémentaires. À cet effet, le recrutement d'un bureau de contrôle technique s'avère indispensable pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du cahier des charges. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau retenu, les ministres concernés étant instruits d'accomplir les diligences à cette fin. 2 jeunes béninois vont intégrer la prestigieuse école polytechnique de Paris avec un soutien intégral de l'État, une reconnaissance du mérite et un signal en faveur de l'excellence académique. Une bourse d'études pour le cycle d'ingénieur est accordée à ces 2 étudiants et s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'excellence en général et de la formation des professionnels d'élite en particulier. Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l'aéronautique notamment. Le gouvernement saisit cette occasion pour encourager les jeunes apprenants de nos collèges et universités à s'investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès. Et pendant que l'administration affine sa gouvernance, la scène politique, elle, entre en ébullition. Un nouveau front de l'opposition est né à Cotonou. Le bloc de la troisième voie regroupe 4 partis et 6 mouvements politiques. Leur ambition, offrir une alternative au clivage traditionnel et donner voix à la majorité silencieuse. Le bloc de la troisième voie, lancé le 25 juillet 2025 par 4 partis et 6 mouvements d'opposition au Bénin, se positionne comme une alternative aux 2 camps politiques dominants. Cette association d'acteurs politiques dit vouloir offrir une alternative crédible et structurée afin de restaurer la souveraineté des populations et proposer un projet concret. Sur le plateau de l'émission Le Débat du Soir, ce lundi 28 juillet, nos invités ont partagé leurs perspectives critiques. Pour Roméo Aïssegbe, par exemple, la troisième voie est vouée à n'avoir aucun impact significatif. L'analyste politique estime que les initiateurs dénoncent une bipolarisation alors même que leur regroupement, s'il devait compétir sous la bannière du parti NFN, finira inévitablement par être incarné par un leader charismatique, reproduisant ainsi ce qu'ils prétendent combattre. Cette troisième voie n'aura aucun impact dans la vie politique du Bénin. Malheureusement pour eux, ils se fixent sur des personnes. Vous voyez, l'erreur est que justement pour eux, la troisième voie dont ils parlent, c'est qu'ils vont trouver une figure emblématique qui va incarner ça. Déjà dès le départ, c'est déjà étouffé dans l'œuf. Et je vais vous dire, tous ceux qui décident de rester au centre meurent en matière politique. Mohamed Saïti, juriste, va plus loin, suggérant que cette troisième voie n'est qu'une manœuvre pour permettre à ses initiateurs d'exister sur l'échiquier politique, faute de propositions politiques crédibles. Dina Rekba, dans la même lancée, trouve même déjà problématique la dénomination de la troisième voie. Il rappelle qu'au Bénin, le paysage politique est déjà riche en plusieurs voies distinctes. Dans un tel environnement, parler d'une troisième voie est ambigu.
C'est beaucoup plus un besoin d'exister que de se constituer en une alternative. Alternative à quoi? Que cette bipolarisation, nous ne parlons que deux clans et que les autres désormais, bon voilà, ils vont être la voix de ceux. Mais allez-y sur les réseaux, vous allez voir des gens qui soutiennent les actions du gouvernement. Il y en a également qui ne soutiennent pas. Ils s'expriment là-bas. Le chiffre 3 employé, moi je me dis, aujourd'hui est-ce que il n'y a pas déjà 3 à 4 voix d'ailleurs sur l'échiquier politique pour qu'on vienne parler de troisième voie, parce que vous prenez FCBE est particulier. Ils sont pas, peut-être ils sont de l'opposition, ils font voilà, constructif ou modéré. Alors que les démocrates, sont ce qu'on appelle en griffe opposition radicale. Les autres UPR, BR sont, je l'appelle la mouvance radicale. Alors que Mouélé Bénin et Connaissance nationale désormais, c'est la mouvance constructive. Oui. Donc vous voyez, il y a déjà près de 4 voix à mon entendement, donc eux c'est peut-être la 5e voix. Et cette 5e voix va devoir tourner fort, se formaliser. Voilà. Pour éclairer davantage ce débat, le regard de notre consultant politique. S'exprimant aussi sur la question dimanche 27 juillet 2025 lors du décryptage de Dimanche politique, Agapit Napoléon Bafourican qualifie cette troisième voie de raccourci et de leurre, arguant que la démocratie libérale tend naturellement vers un système à deux camps, comme on le voit aux États-Unis, et que les tentatives passées de créer une troisième voie n'ont jamais perduré. Nous sommes dans une démocratie libérale. La démocratie libérale implique la bataille, donc implique deux camps. Aux États-Unis, ils sont deux camps depuis des lustres et personne ne se porte mal. Ceux qui ont tenté la troisième voie, les Michael Dukakis, peut-être le dernier cas que je connais il y a 30 ans, ils n'ont pas fait long feu. En bas, ça peut bouger. Au sommet, c'est deux. Donc, la troisième voie, c'est une voie de raccourci. C'est du leurre. Agapit Napoléon Bafourican fait écho à nos analystes en soulignant que le Bénin dispose déjà de plusieurs voies politiques bien établies. Il défend aussi le concept de démocratie populaire et suggère que le Bénin pourrait s'inspirer du modèle chinois pour son développement, offrant ainsi une perspective différente sur la manière de concevoir l'évolution politique et sociétale au-delà des schémas traditionnels de troisième voie. Aujourd'hui, il y a deux voies. La démocratie libérale, elle est ce qu'elle est, et la démocratie populaire. Moi, je suis défenseur de la démocratie populaire par rapport à notre fonctionnement, à notre évolution. Et je dis, l'avenir est là. C'est-à-dire un centralisme, un grand parti national dans lequel toutes les forces vivent, militent, et maintenant, il peut y avoir des branches, et une dévolution du pouvoir bien réglée. Nous sommes africains, on puise dans la tradition et on va trouver. Et je suis allé à l'école de la Chine en disant que nous sommes, le Bénin est un petit village chinois. On peut s'inspirer de ce modèle, à mon avis, où ils ont quitté le néant pour être ce qu'ils sont aujourd'hui en 70 ans. Pratiquement. En somme, les analyses convergent pour souligner les défis inhérents à l'émergence d'une troisième voie dans le contexte politique actuel. Qu'il s'agisse de la question du leadership, de la crédibilité de l'offre politique ou de la pertinence même de la dénomination face à un paysage déjà diversifié, les initiateurs du bloc de la troisième voie semblent devoir naviguer dans un environnement complexe où leur capacité à se distinguer et à convaincre sera déterminante pour leur avenir. Et en coulisses, les préparatifs vont bon train. La Sénat attend les candidatures dès octobre, tandis que certains partis restent discrets, d'autres affinent leur stratégie, alliance et duo. Une course contre la montre est lancée. La désignation des duos de candidats pour la présidentielle est une question cruciale pour les partis politiques, du moins pour ceux qui souhaitent concourir dans le respect des règles du jeu. Sur le terrain, la plupart des formations s'activent à la remobilisation de leurs militants et à la redynamisation de leurs cellules de base. À l'Union progressiste Le Renouveau comme au Bloc républicain, les deux mastodontes de la mouvance présidentielle, aucun des responsables contactés ne souhaite encore révéler la méthode de désignation des duos. L'heure est à l'occupation du terrain. Au moment opportun, le bébé que nous allons présenter sera magnifique, a lancé Annick Djimadja, la directrice de la communication de l'Union progressiste Le Renouveau. Au Bloc républicain, notre équipe n'a pu obtenir de réaction.
Du côté des autres partis, et notamment pour ceux qui ont accepté de se confier à nos micros, un mot d'ordre prévaut. Toutes les dispositions sont prises pour se présenter à la Sénat en temps et en heure avec les noms des candidats. La situation du Parti des démocrates est très délicate. Nous avons exactement ce qu'il faut comme parrain, 28. Donc nous sommes obligés d'être prudents et de gérer avec circonspection. Et que les téléspectateurs retiennent que nous sommes là-dessus. Nous ne pouvons pas en dire plus pour l'instant parce qu'il s'agit de questions très stratégiques. Nous irons en négociation à la requête des parrains. Je peux vous rassurer d'ailleurs que les négociations sont presque bouclées. Nous sommes en élection et aucun parti ne vendra ses stratégies. Donc, souffrez, nous allons nous enfermer dans les textes de loi de la République pour offrir à notre parti un duo de candidats capables d'assumer, de présider aux destinées de la République du Bénin. Au niveau du Parti Renaissance nationale, pas de tabou concernant le duo présidentiel. La formation dirigée par Claudine Prudencio, membre de la majorité présidentielle, n'aura pas son propre candidat. N'ayant ni maire, ni député pour les parrainages, il est inutile de se casser la tête. Le parti soutiendra simplement le candidat qui sera choisi par la grande famille Mouvance. Notre parti participera aux élections générales de 2026. C'est ainsi qu'en a décidé le bureau politique du parti. Mais notre parti compte dans le respect de la discipline de la majorité présidentielle actuelle, soutenir et s'aligner derrière le duo présidentiel qu'aura retenu la majorité présidentielle. Ce qui laisse entendre que la grande famille Mouvance pourrait avoir un seul duo de candidature pour la présidentielle de 2026. Les jours à venir nous édifieront. Mais pour ce qui est des législatives et des communales, l'équipe et les militants de la Renaissance nationale sont mobilisés et seront au rendez-vous. Des accords de coalition parlementaire et de gouvernance sont envisagés et les échanges progressent, rassure le porte-parole du parti. L'accord de gouvernance, l'accord parlementaire, le parti est en train d'envisager de sceller ce genre d'accord, puisqu'avec beaucoup de partis politiques aujourd'hui, nous partageons la même idéologie. Donc, il est envisagé des accords de gouvernance. Mais à l'heure actuelle, on ne saurait encore dire avec quel ou quel parti politique cet accord de gouvernance ou cet accord parlementaire sera scellé. Les échanges continuent dans les coulisses et très bientôt, je crois que cela sera dévoilé. D'ailleurs, le calendrier électoral lui-même nous l'imposera. Chez les démocrates également, des accords de gouvernance et de coalition parlementaire sont prévus. Mais avec qui ? Alors que la FCBE, parti de l'opposition, détenant quelques parrains, déclare vouloir s'allier avec ceux qui lui fourniront les parrainages restants. La réponse d'Eugène Azatassou. C'est évident que nous ne ferons l'accord de gouvernance qu'avec des gens qui ont des partis, des organisations, des partis qui ont la même tendance politique que nous. Nous ne ferons pas des accords de gouvernance contre nature. Par conséquent, nous sommes en discussion au sein, là maintenant, du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition pour savoir comment nous allons manœuvrer sur cet aspect-là. Le parti dirigé par l'ancien président de la République, Boni Yayi, s'active aussi pour les quitus fiscaux des candidats. Ayant appris à ses dépens en 2023, toutes les dispositions ont été prises pour que les potentiels candidats soient en règle avec le fisc. Ce que nous avons demandé à tous ceux qui veulent être candidats à divers niveaux, c'est de s'activer pour être à jour. Il faut que nous ayons l'impôt zéro. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation que 2023 et ça a été difficile. Ainsi donc, à quelques mois de l'échéance des dépôts de candidature, les formations politiques sont en ordre de bataille, chacune à sa manière. Si les stratégies restent largement confidentielles, une certitude se dégage. L'échiquier politique de 2026 est déjà en pleine effervescence, promettant une campagne riche et des accords. Reste à savoir qui sortira son épingle du jeu
à l'issue des élections. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième séquence. C'était l'Actu en 7.